Vive le président fondateur. Yabiso candidat, Mobutu cessé. Yabiso candidat, Mobutu cessé, Mobutu. Zabati na yoe, comité central, Pokébana Bandoki, Etumbana Bandoki, Esilite. Tamo Boko retenir candidat Mobutu. Botala Nabino, Nabino, Namisoy, Mobutu. Bandoki Basilite. Janvier tina mois de mars, conscientisation, sensibilisation, yaba peuple. Mars tina mois de mai, responsabilisation, yaba militant, tonaba militant. Mois de mai tina mois de novembre, propagande électorale pour yakopona président ya impère. Moto na moto asa l'examen des consciences, akanisa epai to outi. Yabiso candidat, Mobutu cessé. Yabiso candidat, Mobutu cessé, Mobutu. Zabati na yoe, comité central, Pokébana Bandoki, Etumbana Bandoki, Esilite. Tamo Boko retenir candidat Mobutu. Botala Nabino, Nabino, Namisoy, Mobutu. Bandoki Basilite. Belela Congo ya Mobutu. Ekokute yo rien. Ganga na Congo ya Mobutu. Azali candidat na biso. Na bazando na bilanga na kati ya misala epai bozali. Candidat na biso Mobutu. Bana kelasi boyebisa batata na bamama. Candidat na biso Mobutu. Yabiso candidat, Mobutu cessé. Yabiso candidat, Mobutu cessé, Mobutu. Zabati na yoe, comité central, Pokébana Bandoki, Etumbana Bandoki, Esilite. Mobutu reste ou restera dans l'histoire de l'humanité l'un des dirigeants dont le règne aura duré un temps record. Avec des méthodes qui lui sont propres, le maréchal dictateur sera l'un des présidents, l'un des hommes politiques les plus controversés de l'histoire. Dans les images qui vont suivre, vous allez comprendre la politique de Mobutu, ses relations avec les partenaires internationaux, sa gestion de la chose publique, sa politique intérieure et sociale. À vous de juger. Mais avant tout, voici comment Mobutu est arrivé au pouvoir. Dans les jours qui suivent l'indépendance, la révolte gronde dans les casernes. Mutinerie à Taysville, à Léopoldville. Les soldats veulent la décolonisation de leur armée. Le Congo plonge dans le chaos. Pour les Belges, c'est le sauve qui peut. Jusqu'ici, pas un mot, pas une image de Mobutu. On va le voir pour la première fois dans ce petit film d'amateur tourné à Léopoldville pendant l'exode des Belges, qui viennent se réfugier à leur ambassade. Image furtive de Mobutu portant un bébé. À ce moment-là, Joseph Désiré Mobutu est pratiquement inconnu. Il a quitté l'armée depuis longtemps, il a tâté du journalisme, il a même séjourné en Belgique. Depuis 2 ans, il vit dans l'ombre de Lumumba, dont il est devenu le secrétaire d'État. Quelques jours plus tard, le destin de Mobutu est scellé. Il n'était presque rien, il devient presque tout. Il était civil, il redevient militaire. Il est aussitôt bombardé colonel et chef d'état-major. Enfin, un officier congolais à la force publique, qui cesse enfin d'être une troupe coloniale. Mais c'est déjà trop tard. Le Congo éclate. Le Katanga, la plus riche province du pays, fait sécession. Pris de court par les mutineries et les sécessions, les autorités du nouvel État perdent le contrôle de la situation. Le torchon brûle entre le Premier ministre Lumumba
et le président Kasavubu. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Devant une situation qui devenait dangereusement explosive, le colonel Mobutu, chef d'état-major, à qui je rends hommage, l'heure de Mobutu a sonné. Le colonel neutralise Kasavubu et Lumumba et suspend la démocratie pour quelques semaines. Sur les antennes de Radio Léopoldie. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. Pour sortir le pays de l'impasse, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, les deux gouvernements rivaux en présence ainsi que les deux chambres législatives jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Mobutu reste neutre, en apparence. Mais en réalité, c'est Lumumba, et seulement Lumumba, qui fera les frais de l'opération. En réalité, Mobutu lâche Lumumba. Le Premier ministre congolais est placé en résidence surveillée. Il est gardé par les soldats de Mobutu. En s'en prenant à Lumumba, le plus populaire des leaders congolais, le plus détesté en Belgique, Mobutu donne des gages aux anciens colonisateurs. Dans la longue histoire de ses relations avec la Belgique, c'est un début qui comptera beaucoup. Pour Lumumba, ce sera la fin d'une carrière fulgurante et le commencement du mythe. Lumumba sera bientôt expédié au Katanga et assassiné là-bas par ses pires ennemis. Une fois Lumumba écarté, c'est comme si Mobutu se désintéressait du jeu politique. Il préfère se consacrer à la réorganisation de l'armée, dont il devient le général en chef. Il a retenu la leçon coloniale. Il sait qu'il n'y a pas d'État fort sans armée forte. L'enjeu de la bataille, la plaine. Un pont miné suffirait à stopper l'avance de l'ANC. Mobutu lance l'attaque, il faut franchir le pont. Pendant plusieurs années, de 61 à 65, dans un Congo livré aux guerres de sécession, aux rébellions, aux crises de régime, le général Mobutu va suivre un chemin parallèle, à l'écart de la politique, mais sans jamais relâcher sa vigilance. Sans avoir l'air d'y toucher, il va soigner sa popularité, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous êtes très populaire en Belgique, vous êtes très connu, mais il y a longtemps qu'on n'a plus entendu parler du général Mobutu. Pourquoi ce long silence? C'est simple, je suis simplement rentré dans les rangs, je joue mon petit rôle de militaire. Le général Mobutu et son armée sont à l'entière disposition du gouvernement central. C'est comme n'importe quelle armée du monde. Et je n'ai plus de rôle politique à jouer au Congo, c'est tout. Mais c'est par méfiance ou par dégoût de la politique? Surtout par dégoût de la politique. Inlassablement, Mobutu poursuit deux objectifs. Refaire l'unité du pays et entretenir les meilleures relations avec l'Occident. La Belgique reçoit souvent sa visite. Le général a confié l'éducation de ses enfants à nos écoles catholiques. Il vient régulièrement à Bruxelles, saluer ses collègues militaires. À chacun de ses passages en Belgique, il a les honneurs des salons politiques.
on se bouscule pour serrer cette main si rassurante. Madame, mes hommages, bonjour. Colonel, bonjour. Nous sommes en 1965. Le Congo est presque pacifié et Mobutu est devenu la coqueluche de la Belgique post-coloniale. Quand même. Ah bon, En novembre 65, à Léopoldville, une cérémonie rassemble toute la bonne société de la capitale. Le général Mobutu en est le héros. Le président Kasavubu va l'élever au grade de lieutenant général. Le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier. Lieutenant général, le même grade que le roi Baudouin, l'ex-roi des Congolais. Un grade de chef d'État en quelque sorte. Dans quelques jours, le lieutenant général Mobutu sera président à la place du président Kasavubu. Mais auparavant, il consacrera encore un peu de son temps à la télévision belge, en reportage à Léopoldville. Voilà donc au petit matin du 18 novembre, le général Mobutu, nageant tout exprès pour la télévision, dirait-on, parfaitement décontracté, à 6 jours de son coup d'État. Pourtant, vous êtes un non-violent et vous êtes chrétien. Vous avez dit un jour, ma conscience de chrétien et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à maintes reprises. Vous avez aussi préservé des vies européennes et africaines. Depuis le début de notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, je ne fais que ça. Avez-vous rencontré de l'ingratitude? Ça, c'est humain. C'est la terre des hommes. Heureusement, vous avez quand même vos enfants. La petite là-bas. C'est la plus petite? Oui. Dans quelques jours, ce sera le coup d'État. Un coup d'État indolore et invisible, sans trompette et sans caméra. Le général Mobutu va s'emparer du pouvoir pour 5 ans, officiellement, 32 ans en réalité. À Léopoldville, c'est le calme plat. La statue équestre de Léopold II n'a pas bougé depuis 5 ans. Elle entretient le mythe du Congo belge et le mythe reprend vigueur avec le changement de régime. L'ambassadeur de Belgique vient présenter ses lettres de créance au nouveau chef du Congo. En Belgique, l'avènement de Mobutu est salué comme une bonne nouvelle. Enfin, un homme à poigne. Enfin, un ami de la Belgique. Un bon soldat. Un interlocuteur valable. Pour les Belges, Mobutu, c'est l'ordre. Et l'ordre, c'est la tranquillité des affaires. Aux yeux de certains, c'est presque le retour au bon vieux temps. Le coup d'État est ressenti comme une restauration. En réalité, c'est le commencement de la grande illusion. Mobutu a bien observé les Belges. Il sait les caresser dans le sens du poil, mais il n'en pense pas moins. Désormais, avec la Belgique, c'est lui qui mènera la danse.
Les Congolais, eux, sauront très vite à quoi s'en tenir. Pour s'imposer, le président Mobutu va utiliser d'emblée les deux ingrédients qui assureront sa longévité: la répression et la surenchère nationaliste. La répression, c'est d'abord la pendaison, sur la place publique, de 4 politiciens accusés de complot. Cette quadruple exécution capitale est destinée à terrifier la population. Elle est l'acte fondateur du règne de Mobutu. Mais tout d'abord, comment faut-il vous appeler maintenant? Monsieur le Président, citoyen président fondateur, maréchal, est-ce que vous avez une préférence? Comme vous voulez. Je n'ai pas de préférence. Maréchal alors? Comme vous voulez. Ça veut dire que ça n'a plus aucune importance pour vous. Vous avez renoncé à cette idée de transformer, de refonder la société zaïroise? Je ne renonce à rien. Je suis à la tête de mon pays. C'est moi qui ai lancé l'idée de la démocratisation dans mon message à la nation du 24 avril de l'année dernière, vous le savez, et je tiens à conduire cette démocratisation jusqu'aux élections. Mais la démocratisation, c'est le contraire du moboutisme, finalement. De ce que vous nous présentiez avant cela comme le moboutisme. Écoutez, je ne sais pas pourquoi... Donc le parti-État, etc. Ne me dites surtout pas que vous êtes là pour le passé. Je crois que tout le monde au Zaïre a le regard braqué vers l'avenir. Et depuis mon message à la nation du 24 avril dernier, c'est l'avenir qui compte pour nous, ce n'est plus le passé. Donc ça veut dire que ce que vous proposez aux Zaïrois maintenant, c'est Mobutu sans le moboutisme. D'après vous, comment compreniez-vous ce moboutisme? Eh bien, c'était toute la nouvelle société que vous vouliez fonder au Zaïre et dont vous étiez le président fondateur. Maintenant, nous sommes dans une société tout à fait démocratique. Toutes les libertés sont là, chacun jouit de ses libertés, contrairement au parti unique, au parti MPR, parti d'État. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez au passé. Parlons du présent. Ce processus de démocratisation semble bloqué pour le moment. L'opposition dit même que c'est vous la cause du blocage. Eh bien, revenons-en à mon message du 24 avril. Janvier-mars 1990. 2 mois de tournée à travers la République. Chacun a dit au chef de l'État ce qu'il pensait de notre pays. Et parfois, ça a été très dur. Des structures politiques du pays. 13% seulement de mes interlocuteurs ont parlé du multipartisme. Par contre, 87%, donc une large majorité, étaient pour la restructuration du MPR, parti-État, changement d'homme. Mais malgré cela, je me suis fait violence pour aller au-delà. L'environnement international ne plaidait plus pour les partis uniques. Voilà tout. Vous avez parlé d'élection, Monsieur le Président. Vous serez candidat à un nouveau mandat? Mais c'est la 40e fois qu'on me pose cette question. Pour la 41e fois, je vous dis oui. L'opposition demande... Je sais que ça ne vous arrange pas, mais c'est oui. Moi, je n'ai rien à dire à ce propos-là. L'opposition demande qu'avant qu'on ait des élections, on définisse clairement le rôle de chaque institution, y compris le président. Et alors, pourquoi pas? Donc vous serez candidat, même si on réduit de manière très nette les pouvoirs du président. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez dit que l'environnement international avait changé et que c'était ce qui vous avait amené, en fait, vous aussi, à changer votre vision politique. C'est une manière de reconnaître que pendant très longtemps, une partie de votre légitimité s'est fondée précisément sur certaines relations internationales. Peut-on vivre à la fin de ce 20e siècle qui se termine, renfermé sur soi et ignorer le reste du monde? C'est la question que... Je vous retourne la question.
Mais pendant très longtemps, justement, c'est sur ces relations internationales que vous avez fondé l'essentiel de votre pouvoir. Votre pays même, vous êtes dans l'OTAN, dans la CEE, vous êtes dans presque tous les organismes internationaux, ce qui prouve que la Belgique vit aussi en tenant compte des autres. Et vous avez le sentiment d'être lâché. Pour vous, comment? Vous avez le sentiment d'être lâché par vos alliés maintenant, vos alliés privilégiés qui étaient les États-Unis, la France et la Belgique. Il ne faut pas mélanger ici le genre. C'est votre pays qui essaye d'entraîner dans son sillage d'autres pays en vue de faire du tort. Je ne dis pas aux Zaïre, mais une personne qu'on trouve très gênante. Votre interlocuteur. Voilà tout. Mais enfin, même les Américains et les Français ont eu des paroles très dures à votre égard, personnellement, ces dernières semaines. Écoutez... Je pense à M. Kouchner, à M. Cohen. M. Cohen, j'ai le document de M. Cohen. Et pour certaines raisons qui vous sont propres, ces propos ont été tronqués. Ça, vous devez le savoir. Par exemple, il y a une petite phrase où M. Cohen dit « M. Mobutu ne fait pas toujours la distinction entre la caisse de l'État et son propre compte en banque ». C'est une petite phrase de M. Cohen dans la version officielle de l'ambassade américaine. Écoutez, dites-moi tout ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par là. Donc, je veux dire tout simplement qu'il y a des paroles très dures à votre égard, du côté américain, du côté français. Ma réponse est simple. Je ne suis pas la colonie. Le Zaïre n'est pas la colonie des États-Unis, encore moins celle de la France ou de la Belgique. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Les amis ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais à l'intérieur du pays, certaines personnes émettent les mêmes critiques. Écoutez, lorsqu'on est 26 années durant la tête d'un pays, mais il ne faut pas qu'il y ait que des éloges. Nous ne sommes pas le paradis ici. La Belgique n'est pas un paradis. La France n'est pas un paradis. Les États-Unis encore moins. On ne peut pas éviter des critiques. Un proverbe arabe à ce sujet le souligne très bien. Plus un arbre monte, plus il attrape le vent. Voilà vous exprimez une volonté de changement dans la gestion du pays, mais manifestement, les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, les choses ne se sont pas modifiées. Chez vous, ça évolue toujours très bien, toujours ça va bien, madame la... Voici là une question. Répondez-moi. Mais personne chez nous n'a exercé le pouvoir pendant 26 ans d'une manière aussi absolue que vous. Mais... Nous sommes le Zaïre, vous êtes la Belgique. Eh bien, le drame dans nos relations, c'est quoi? Vous vous occupez un peu trop de nous. Oui, mais vous avez entretenu les meilleures relations avec les dirigeants de France, de Belgique et des États-Unis. Et ça vous a bien arrangé pendant très longtemps. Alors quand vous dites nous ne sommes pas la colonie des États-Unis, de la France, de la Belgique, nous sommes évidemment d'accord là-dessus. Mais ce que beaucoup de gens vous ont reproché ici au Zaïre, c'est justement d'avoir mis votre pays un peu au service de ces puissances étrangères-là pendant très longtemps, notamment économiquement. Je crois que c'est le contraire qui est vrai. Je n'ai pas mis mon pays au service de l'économie étrangère, des puissances. Ne me dites surtout pas ça. Ne le dites surtout pas à un nationaliste comme moi. Je retiens que M. Bemba, qui est le patron des patrons zaïrois, a dit, pas plus tard que hier d'ailleurs à la télévision zaïroise, que la zaïrianisation avait été une catastrophe économique pour le Zaïre. Eh bien, je laisse à Bemba la responsabilité. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Laissez-moi continuer. Je lui laisse à lui la responsabilité de ce qu'il a dit, si vraiment il l'a dit. Mais vous posez des questions, il vous faut des réponses. Oui. Entendons-nous bien. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Lorsque j'ai dit zaïrianisons, c'était quoi? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus.
Par exemple, dans les Wenzé, petits marchés, qu'on trouve les étrangers s'occuper de ces petites et moyennes entreprises. On pouvait laisser ça aux Zaïrois. Oui, mais voilà tout. C'est ce qui se fait chez vous. Oui, le problème, c'est que l'argent a continué à fuir le Zaïre, à aller à l'étranger. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Et je vous rappelle que la délégation zaïroise qui est venue en Belgique il y a 2 ans pour la clarification disait cela. Disait en fait, les relations entre la Belgique et le Zaïre profitent davantage à la Belgique qu'au Zaïre. Ce qui était vrai d'une certaine manière. Ce dont il ne parlait pas, c'est des Zaïrois qui profitaient en passant de cet échange inégal. Cela existe, M. Bastin, partout. Partout. Allez, je ne veux pas, je suis astreint de devoir de réserve, je ne peux pas mentionner des pays ici. C'est partout. La fuite des capitaux existe même chez vous. Ça existe en France, ça existe aux Zaïre, ça existe partout. Tant que le monde restera le monde, il y aura toujours cette fuite de capitaux. Vous croyez pas à la morale en politique? Ce n'est pas propre aux Zaïre. Comment allez-vous faire pour empêcher qu'un commerçant de chez vous aille, disons, du côté de la Côte d'Azur, déposer son argent Ça se fait, vous le savez. Mais le bilan économique, pour le moment, est assez négatif tout de même. L'économie zaïroise ne se porte pas bien, vous devez l'avouer, non? Qu'est-ce que cela fait un nationaliste comme vous, justement, de voir le pays qui s'est effondré? Mais je suis le premier à le reconnaître. Nous traversons une période très difficile et l'économie, c'est le reflet de cette situation très compliquée, très difficile que nous traversons. Je ne peux pas vous dire le contraire. Et quelles en sont les causes profondes, d'après vous? Comment? Quelles en sont les causes profondes? Mais les causes profondes, c'est la gestion. Écoutez, entre nous, faisons un distinguo entre certaines questions qui appellent des réponses précises. Ne me donnez pas l'impression que je suis là pour me justifier pour la presse belge, pour l'opinion belge. Je crois que... Non, mais vous avez rarement poussé l'autocritique aussi loin. Alors, tant qu'à faire, il y a des gens qui vous désignent évidemment, et ça paraît assez logique après 26 ans de pouvoir, comme le principal responsable. Vous étiez le chef pendant très longtemps. Eh bien, le chef pendant 26 ans n'était pas le ministre des Finances, n'était pas le gouverneur de la Banque du Zaïre, n'était pas le responsable de l'économie. Il avait des collaborateurs. Mais je ne vous dis pas ici que c'est pas moi, c'est eux. Un chef, c'est toujours une équipe. Maintenant, vous semblez me dire que vous admirez ceux qui aujourd'hui disent c'est pas nous, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas une façon de dire, c'était nous. Ça fait longtemps qu'on entend cette critique. Hein. Les 13 en 1980, quand ils vous ont adressé une lettre, la fameuse lettre ouverte au président fondateur, avant eux-mêmes de créer l'UDPS, ils disaient tout cela déjà, en 1980. Et puis il y a eu le fameux rapport Blumenthal, l'expert du Fonds monétaire international, qui était très accusateur à votre égard, très précisément. J'arrive. Blumenthal, sa fameuse lettre, ses fameuses critiques, mais c'était pour pousser un collaborateur zaïrois qui a rédigé avec lui ce document. Figurez-vous aussi que j'ai contre-attaqué, mais très durement, et ça a fait aussi du tort à M. Blumenthal, fonctionnaire international du Fonds monétaire international, qui s'est permis de s'associer à un Zaïrois pour faire du tort, pour porter atteinte à l'honneur d'un chef d'État, membre dans le pays et membre du Fonds monétaire international. Monsieur le Président, comment redresser la situation catastrophique économique de ce pays? Parce que la démocratie, ce n'est pas une recette miracle. La relance du Zaïre, mon cher monsieur, aura lieu. Tout simplement parce que ce n'est pas un pays quelconque. Ce n'est pas un pays des malheureux. Mais c'est devenu un pays quelconque. Nous avons... Ça, c'est votre point de vue. C'est une question, monsieur Bastin, de point de vue. Nous allons nous reprendre, nous allons relancer notre économie, nous allons redresser la situation politique du pays. Seulement qu'on nous laisse faire.
Mais qu'est-ce qui empêche que vous fassiez, Monsieur le Président? Vous dites la reprise est en cours, mais le pouvoir d'achat des gens a diminué d'une manière dramatique, les services publics ne fonctionnent plus, les services de santé sont démantelés. Qu'est-ce qui empêche que ça reprenne, comme vous dites? Ne me dites pas que les services publics ne fonctionnent plus, par exemple. Une bonne partie. Je vous dis que les services publics fonctionnent, plus les fonctionnaires ont repris. Et vous le savez. Il y a un communiqué qui sanctionne cette décision de tous les fonctionnaires d'USAID, de la fonction publique, pour reprendre. Et cessons avec la politique, travaillons. Les dernières mesures... Retroussons-nous les manches, comme vous disiez. Comment? Retroussons les manches. Vous disiez ça déjà en 65. On en a encore besoin aujourd'hui. Nous allons retrousser les manches. Mais comment les Zaïrois peuvent-ils vous croire, vous entendre vraiment aujourd'hui, alors que vous disiez cela déjà il y a 26 ans? C'est un peu ça le problème. Le blocage est quand même politique. Monsieur Bastin, après cette interview, prenez un avion avec moi, circulons à travers le Zaïre. Je peux prêcher, reprendre ce que je vous dis ici. Eh bien, le Zaïrois ne me dira pas que je mens, ne me dira pas non plus que je raconte des histoires. Mais c'est ce qu'ils nous disent tous les jours. Eh bien, certains que vous connaissez, que vous fréquentez. Non, j'arrive, laissez-moi continuer. Lorsque la presse belge arrive, presse écrite, la télévision, on sait chez qui vous allez, on sait qui vous contactez, on sait quel milieu vous fréquentez. Nous voyons monsieur et madame tout le monde. Lorsqu'on me dit, ah, les Zaïrois pensent ceci, c'est toujours les mêmes, c'est connu. Est-ce que vous lisez la presse zaïroise? Écoutez, c'est devenu même une passion chez vous. Cette passion vous aveugle, cette passion vous interdit même de connaître certaines réalités, c'est-à-dire d'être objectif. Je regarde le journal télévisé de la télévision zaïroise. J'ai été au marché, j'ai vu un reportage sur le marché. Oui. Effectivement, c'était évident pour moi comme pour le journaliste de la télévision zaïroise, la situation matérielle s'est dégradée. Il expliquait par exemple que les mesures d'hygiène les plus élémentaires n'étaient plus prises, n'étaient plus respectées et que les agents qui étaient chargés de les faire respecter ne le faisaient plus. Et vous le reprochez au président Mobutu? Non, je vous demande d'expliquer... Qui devrait, selon vous, aller au marché et s'occuper de l'hygiène. Mais est-ce que vous ne vivez pas un peu trop coupé des réalités, effectivement? Contrairement à ce que vous dites et contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas, j'exagère peut-être, 4-5 collègues africains qui vivent tous les jours les réalités de leur pays, comme c'est mon cas. Je ne me vante pas, et c'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'on peut constater avec toutes les personnes qui restent au pouvoir longtemps. Il y a un certain isolement, un phénomène d'isolement qui se manifeste. Isolement, non, en ce qui me concerne. Vous avez un entourage... Je ne me suis jamais isolé des réalités de mon pays. Vous savez que lorsqu'on a fait le bilan de 25 années de pouvoir me concernant, citez-moi un seul coin de mon pays où je n'ai pas encore été. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce bilan, le Premier ministre Lukoji, celui qui précédait, a dit qu'il était négatif. Totalement négatif, a-t-il dit, le Premier ministre. Totalement, globalement. Écoutez, je vais vous expliquer ce que vous ignorez au sujet de ce passage. Il ne visait pas le chef de l'État, il visait plutôt ses prédécesseurs. Et je sais ce que je vous dis là. Non, il parlait bien du bilan de 30 années d'indépendance. Dans ce passage, je ne livre pas ici des secrets d'État, dans ce passage, il y avait au moins 3 noms parmi ses prédécesseurs qui étaient mentionnés. Il est à Bruxelles, M. Moulumba, allez le voir si ce que je vous dis est faux ou contraire à la vérité. Donc quand il a dit que le bilan de ces 30 ans était négatif, vous ne l'avez pas pris pour vous? Il y avait des noms qui ont été finalement biffés. Alors le bout de phrase est resté. C'est ça la vérité. La stricte vérité, la vérité vraie. Voilà tout. Et votre nom n'était pas sur la liste?
Comment? Et votre nom n'était pas sur cette liste. Mais je suis responsable comme tout le monde. Le premier responsable. Je ne suis pas du genre de ceux qui peuvent dire c'est eux, c'est pas moi. La plupart de vos intellectuels vous disent ah, c'est lui, c'est pas nous. Moi, je vous dis c'est nous. À commencer par moi. Voilà, l'homme que je suis. Oui. Mais vous dites que la presse belge s'acharne à vous critiquer personnellement. Mais est-ce que vous lisez la presse zaïroise? Alors là, la presse belge est vraiment une presse d'enfants à côté de ça. Mais c'est pour vous dire que cette presse est vraiment libre. Mais est-ce que vous la lisez, Monsieur le Président? Comment? Est-ce que vous la lisez vraiment? Écoutez, je ne ris pas de vous. C'est cette question qui me fait sourire, mais je dois être franc avec vous. Je ne la lis pas. Pourquoi? Pour des raisons qui me sont propres. Parce que vous seriez blessé? Au contraire. Bien au contraire. Vous préférez la Libre Belgique le soir à Umoja, à la référence, au phare? Non, je lis pas mal de journaux africains. Je suis abonné, mes services sont abonnés à toute cette presse qui arrive d'Europe, des États-Unis, traduit même la presse flamande, traduite à mon intention et tout. Mais j'ai des raisons que je ne veux pas avancer ici. Mais ça m'étonne que vous ne lisiez pas la presse zaïroise, parce que c'est un phénomène sociologique. On la lit pour moi. On dit, voilà, dans tel éditorial, tout ça. Je préfère ça comme ça. C'est parce que vous craignez quand même de découvrir des choses terribles qui sont dites sur vous. Je ne crains absolument rien. Je n'ai pas peur de tout ce qu'on peut dire. Mais par exemple, nous avons été assez étonnés hier de découvrir dans la presse zaïroise, dans un article, quelqu'un qui se permettait d'ironiser sur le chef de l'État en disant il s'appelait Joseph Désiré maintenant et il s'appelle Richard Prosper, par exemple. Des choses comme cela, vous ne verrez jamais dans la presse belge. Écoutez, ouh là là, n'exagérons pas. Je ne veux pas citer des noms ici, ou des titres de journaux. Eh bien, passons simplement l'éponge là-dessus. Eh bien, des journaux satiriques existent chez vous, en France, en Belgique, pourquoi pas ici? On peut dire n'importe quoi. Eh bien, c'est une preuve, c'est la preuve que la libéralisation dans le domaine de la presse, dans le domaine de la politique, existe. Mais Richard Prosper. Et alors? Vous qui avez fait du respect du chef, quand même, un fondement du système zaïrois, c'est inadmissible. Eh bien, vous savez, vous, que ce zaïrois qui l'a écrit l'ignore. Il n'ignore pas. Il le fait parce que ça lui fait plaisir, parce que, bon, on peut faire ça sans conséquence. Voilà tout. Parlons de l'avenir immédiat. Comment voyez-vous ce processus de démocratisation continuer? Est-ce qu'il y aura des élections prochainement? Et comment donc? Bien sûr que oui. Mais comment voyez-vous le timing, le schéma? Il y a la conférence nationale qui a repris depuis vendredi. Qui n'a pas tout à fait repris. Je vous dis que cette conférence nationale a repris. Évidemment, le bureau provisoire n'existe plus. Je crois que demain, lundi, ils auront un bureau provisoire et le seul point à l'ordre du jour reste le règlement intérieur. Et puis après l'adoption du règlement intérieur, c'est l'élection du bureau définitif et ils vont faire du travail sérieux pour qu'on en finisse un peu plus vite. Mais ces élections, comment vous les voyez et dans quel délai? Mais ça dépend de ce qu'ils vont arrêter au niveau de la conférence nationale. Est-ce que je peux vous rappeler une phrase d'une interview qu'on a eue ensemble il y a exactement 1 an, je crois, à Goma? Vous me disiez, lorsqu'on est chef, on est en même temps psychologue. Si je m'étais rendu compte un seul instant que le peuple zaïrois en avait marre de moi, croyez-moi, j'allais démissionner immédiatement. Vous assumez toujours cette phrase? Et alors? Il fallait commencer ce bout de phrase par le commencement. J'avais commencé ces propos avec ma tournée à l'intérieur du pays pendant 2 mois.
Et enchaînant sur cette tournée, je vous ai dit que pendant ces 2 mois de tournée, si je m'étais rendu compte un seul instant, parce qu'un chef doit être psychologue, il doit lire dans les visages de ceux qui le rencontrent, de ceux qui lui parlent, s'ils sont encore avec lui ou pas. C'est ce que je vous dis. Et je maintiens ces propos dans leur intégralité. Depuis lors, il n'y a pas eu un instant... Je fais toujours, moi, mon cher ami, la part des choses entre le peuple, voilà, qui chante là, qui sait que, parce qu'on voit le drapeau présidentiel, il est à bord. Et ce peuple, ce n'est pas moi qui suis allé demander aux passagers du bateau, applaudissez, chantez pour le chef. C'est pas organisé. Ils savent comment organiser. Organisé par qui? Par qui? Qui peut aller organiser ça? Par ceux qui vous entretiennent dans l'illusion que vous êtes encore aussi populaire que vous avez pu l'être. Écoutez, monsieur Bastin, je vous invite personnellement, puisque je viens de dire à votre collègue de droite que je suis candidat. Eh bien, venez m'accompagner, non seulement pour la campagne électorale, venez aussi pour la proclamation des résultats. Mais vous avez quand même entendu les gens qui disaient « le changement doit arriver, le changement passe par le départ du président ». Deuxième interruption de l'interview. Un bateau passe sur le fleuve, les passagers acclament le président. Plus curieusement, ils chantent l'hymne du MPR, l'ancien parti unique. Mais peu importe ce détail, c'est dans ce genre de manifestation de soutien que Mobutu Sese Seko puise leur réconfort et surtout la conviction qu'il est toujours aimé de son peuple. La conversation reprend dans la bousculade et dans un bruit de moteur de bateau cette fois. Dans ce fameux rapport Blumenthal, il y a quelque chose qui disait de vous, c'est que vous étiez un grand acteur. Ça, au moins, on peut dire que c'est resté. Acteur dans quel sens ou quelle forme? Mais cet art que vous avez de la communication, notamment avec la presse. Avec la presse? Oui. Qui veut dire, d'après vous? Ben, que vous êtes un bon acteur. C'est difficile à comprendre. Mais par exemple, vous réussissez à faire passer une passation, un changement de régime comme quelque chose de naturel et que vous maîtrisez absolument. Alors qu'il vous a été dicté par les circonstances, les événements, l'étranger en partie, etc., etc. Eh bien, je crois que vous êtes de la presse. En me posant cette question, vous savez ce que vous voulez dire exactement. Mais le chef de l'État que je suis, dire de moi-même que je suis un acteur. Moi, je travaille, je fais ce que je fais. Et aller jusqu'à penser que je le fais comme acteur, ça c'est... Aussi comme acteur. C'est vous qui le dites. Assumez vous-même la responsabilité de vos propos. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la situation politique actuelle, aux événements récents? Vous avez reconnu que la situation était grave. Ça justifie, aux yeux de beaucoup, un minimum de recherche d'entente nationale, de consensus, etc. Or, on s'est aperçu qu'après 2 jours d'exercice du pouvoir par M. Tshisekedi, vous l'avez démis de ses fonctions. On s'interroge là-dessus, on ne comprend pas très bien pourquoi. Alors qu'il semblait qu'un climat de confiance semblait déjà se rétablir dans le pays. Vous avez cassé ça en le révoquant. C'est moi qui ai cassé ça. Oui. Eh bien, ça m'étonne de la part d'un journaliste qui vient d'un pays comme la Belgique et qui sait très bien qu'il faut un minimum, je dis bien un minimum, dans les rapports entre le chef de l'État et son Premier ministre. Retenez ce que je vais vous dire. 20 minutes, pas plus ni moins, 20 minutes après la signature de l'ordonnance, conférence de presse, micro. Ah, monsieur le Premier ministre, félicitations et tout ça, votre programme. Eh bien, je n'ai pas son éducation pour répéter tout ce qu'il a sorti sur moi. Unique
en son genre de parlement, que quelqu'un que vous, chef de l'État, vous nommez, eh bien, les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'est pour vous salir, vous traîner dans la boue, des insanités, des mal... de monstre humain, ah, mais tout ça, 20 minutes après la signature de l'ordonnance présidentielle, le nommement... Et c'est pour ça que vous le renvoyez 2 jours plus tard. Non. Je m'étais montré encore élégant, c'est-à-dire chef. Je n'ai rien dit. Arrive le jour de la prestation de serment, avec ce que vous savez, eh bien alors là, c'était devenu de la provocation. J'ai dit niet. C'était de toute façon une cohabitation impossible, une cohabitation déraisonnable. Possible ou impossible, mais ça n'est plus de mon fait. Il a montré, il a prouvé qu'il a atteint avec ce qui s'est passé le jour de la prestation de serment, qu'il avait atteint ses limites. Voilà tout. Tshisekedi, plus jamais. Comment? Tshisekedi, plus jamais, il n'y aura jamais de 3e ordonnance nommant M. Tshisekedi comme Premier ministre. Je ne vous dis pas Tshisekedi plus jamais. Mais dans le cas de ce qui s'est passé au Palais de Marbre, eh bien, non. Mais nous sommes à la veille des élections. Et son parti peut être élu. Pardon, son parti peut être majoritaire aux élections. Eh bien, le leader d'un parti qui gagne les élections peut le désigner, peut désigner son leader, son chef, comme candidat Premier ministre. Vous avez refusé qu'on dise plus jamais Tshisekedi, mais Mobutu, lui. Est-ce qu'il est absolument exclu que vous fassiez un jour ou l'autre une sortie élégante, je dirais? C'est absolument exclu. Eh bien, ne me dictez pas ce que je compte faire dans l'avenir. Je vous pose une question. C'est possible. L'échéance du 4 décembre. Oui. Au 4 décembre, normalement, dans le système ancien, oui. Je dirais, votre dernier mandat venait à expiration, le 4 décembre prochain. Oui. Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion pour vous, précisément, de vous adresser à la nation et de dire que pour le bien supérieur du pays, vous vous retirez? Je peux le faire si ça vient de moi, mais pas sous la dictée de qui que ce soit, comme vous le faites, comme vous me le proposez. Vous y avez songé. Parlons d'abord du 4 décembre, qui vous paraît, qui vous semble une date fatidique. Non. Non. Il s'agit, pendant la transition que nous traversons, d'une constitution de la 2e République, bien entendu, mais révisée. Entendons-nous bien. Et on annexe à cette constitution révisée, vous avez des dispositions transitoires qui, en leur article 4, stipulent que le chef de l'État, en fonction, reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. C'est clair. Vous connaissez cette disposition transitoire. Bien annexée sûr, à la mais c'est Constitution. peut-être pas tout à fait le moment de faire du juridisme. Il y a aussi un problème de confiance Je ne politique. fais pas du juridisme. La confiance est un facteur très important dont il faut tenir compte. Et ce facteur ne peut intervenir que lorsqu'on ira devant les électeurs. Ce n'est pas à moi ni à vous de prédire ce qui va arriver. Voilà. Donc, le paradoxe étonnant quand même de ce processus de démocratisation qui est en cours, c'est que ça prolonge votre présidence d'une manière indéfinie. Eh bien, ce n'est pas à cause de moi. S'il s'agissait que de moi, on serait déjà loin. Loin, 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 loin. Ces dernières semaines, vous avez subi des pressions énormes du côté de Français, Belges, États-Unis pour quitter la présidence? Écoutez, mon cher ami, j'ai ma conception de l'indépendance et de la souveraineté d'un pays. Et dans les termes de mon serment constitutionnel, vous trouvez ces 2 mots. Mais on en revient au début de notre conversation. Vous parlez d'indépendance et de souveraineté. Ce que beaucoup vous reprochent maintenant ici au Zaïre, c'est d'avoir justement bradé cette indépendance et cette souveraineté. Ah bon? Ben oui.
Ça, c'est nouveau. Ah non, cette économie extravertie, ce qu'on reproche quand même largement aux dirigeants du Zaïre, c'est d'avoir laissé l'étranger continuer à pomper les richesses du Zaïre et eux-mêmes à s'enrichir par cette méthode. C'est quand même tout le temps à cela qu'on Je en revient, ne dis Monsieur le pas que Président. vous avez tort, je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais je crois qu'avec les changements qui sont vus, qui sont en cours, eh bien, tout sera à revoir. De fond en comble. Vous êtes optimiste pour l'avenir de votre pays? Bien sûr que oui. Lorsqu'on est le Zaïre, lorsqu'on a la dimension de notre pays, lorsqu'on on a cette jeunesse que vous connaissez très bien, je crois que ce sont des cadres de grande valeur. Et avec tous ces facteurs réunis, mis ensemble, notre avenir est et reste brillant. Il nous faut conclure, nous dit-on. Est-ce qu'il est vrai, ce sera la dernière question, est-ce qu'il est vrai que la fin de Ceausescu vous a beaucoup marqué? C'est ce que disent certaines personnes. Je l'ai lu ça dans la presse, de chez vous. C'était un ami à vous, Ceausescu. Un ami à votre pays aussi. Il vous a rendu visite presque à tous les niveaux de la hiérarchie politique de votre pays. On lui a rendu visite. Mais qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Comment? Qu'est-ce qui vous plaisait dans sa politique? Eh bien, plaire dans sa politique, je ne le dis pas. Mais la question à me poser est la suivante. Il vous admirait beaucoup, pourquoi? Puisqu'il me l'a dit lui-même. Chaque année, il voulait m'inviter chez lui. Voilà la réponse, la vraie. Et pourquoi est-ce qu'il vous admirait? Puisqu'il n'est plus là pour vous répondre. Mais il me le disait, qu'il m'admirait beaucoup. De tous les chefs d'État africains, ben, il avait beaucoup d'admiration pour moi. Donc sa fin a dû vous toucher. Comment? Sa fin a dû vous toucher, la fin de Ceausescu. Et vous, ça ne vous a pas touché? Est-ce qu'on peut accepter ou bien se réjouir pour quelqu'un qu'on a connu, que quelque chose de ce genre lui arrive et qu'on soit content? Sur le plan humain, je vous ai dit au début de nos entretiens que j'étais chrétien. Le chrétien que je suis ne peut pas admirer ce genre de spectacle. Vous ne craignez pas que ça vous arrive un jour à vous? Comment? Vous ne craignez pas que ça vous arrive un jour à vous? Vous n'y avez jamais pensé? Eh bien, connaissant ce peuple, vous savez, nous sommes non seulement Zaïrois, mais des Africains. Eh bien, l'Africain, même si nous en sommes à l'heure qu'il est, dans le cas de la démocratie, on peut dire, écrire n'importe quoi, eh bien, on arrivait à faire d'un chef, je ne dis pas chef de l'État, président de la République, d'un chef, ce qui s'est produit là-bas. Je crois que ça peut arriver, mais c'est difficile. Lorsqu'on sait quelle conception l'Afrique, les Africains ont du chef. Merci beaucoup. On a tout fait pour m'éliminer de la scène internationale. Comme vous le dites si bien, lorsqu'on a sur le dos les États-Unis, votre pays, la France, et bien entendu la Belgique, et ça n'est pas du tout facile. Bon, ils se sont arrogés le droit de s'occuper de mon pays, de moi-même, et j'ajoute tout de suite, sans mandat. Vous avez tout de même dû accepter un compromis sur certains points importants. Par exemple, madame? Sur le partage des pouvoirs. Aujourd'hui, vous passez la main au Premier ministre pour les affaires économiques, par exemple. Pourquoi? Eh bien, prenez la gestion. Moi, je garde la défense nationale, la sécurité nationale, la diplomatie. En plus du commandement des forces armées. Et c'est beaucoup. Et cela vous convient? Cela ne vous frustre pas? Bien au contraire, puisque c'est moi qui ai suggéré tout cela. Faux.
L'homme qui a imposé ce compromis s'appelle Jacques Foccart. Le vieux gaulliste que l'on croyait à la retraite a spécialement fait le voyage au Zaïre pour convaincre le maréchal de laisser son premier ministre, Kingo, gérer l'économie. Il fallait arrêter le pillage du pays. Les réseaux Foccart fonctionnent encore. Cette diplomatie parallèle, faite de pressions plus ou moins amicales et quelquefois de coups de force, est née dans les années 60, en pleine guerre froide. L'Afrique était un enjeu politique, Jacques Foccart en sera le gardien, désigné par De Gaulle. Il y a une autre question qui préoccupe les opinions publiques européennes. Oui. C'est la question de votre fortune personnelle, d'une part, et de ce qu'on a appelé l'économie de prédateur au Zaïre. Est-ce que les choses vont évoluer sur ce point-là? Que le gouvernement français annonce à son peuple, tout comme le gouvernement belge, eh bien, qu'on sorte les numéros de compte pour annoncer au monde entier et à mon peuple, voilà. Tel Crédit Lyonnais, par exemple, il a 10 milliards. Banque nationale de Paris, 14 milliards. Eh bien, voici les numéros. Qu'on sorte cela. C'est bien ce qu'a tenté de faire la Conférence nationale du Zaïre. Et c'est en Suisse que les enquêteurs ont découvert 5 numéros de compte identifiés porteurs de 4 milliards de dollars. Sans compter la fortune immobilière du maréchal, comme ce château en Belgique, ou cette propriété à Cap-Martin sur la Côte d'Azur, où Mobutu donnait des fêtes somptueuses. Jacques Foccart aurait imposé au maréchal l'idée d'une liste civile séparant désormais ses biens personnels des biens de l'État. Reste maintenant à s'assurer que le président Mobutu n'entravera pas, comme il l'a déjà fait, les débuts d'un processus démocratique au Zaïre. Vous savez, madame, si ce peuple n'était pas derrière moi, tout ce qui m'est arrivé là, on disait n'importe quoi, on écrivait n'importe quoi, et jusqu'à aller chanter au Congrès des États-Unis, le peuple n'en veut plus. Votre programme, il doit partir. Moi, j'ai dit non, je ne pars pas comme ça. Je me maintiens à mon poste jusqu'aux élections. Et on verra. Le château Fonroy est la plus vaste propriété de ce quartier huppé de Bruxelles. Et ce domaine est aussi l'exemple le plus spectaculaire du patrimoine moboutiste en Belgique. Le président zaïrois doit pour cela débourser chaque année près de 550 000 francs de précompte immobilier. À 2 pas de là, la résidence officielle du maréchal pèse, elle, 250 000 francs de précompte. Et il y en a d'autres. Une dizaine d'immeubles en Belgique appartiennent ainsi directement au président Mobutu. Sa fortune personnelle a été estimée par le Financial Times à 140 milliards de francs belges, une fortune qui s'est fortement dégraissée depuis les années 80, jusqu'à quel point, difficile de l'estimer. Avec la vingtaine de propriétés clairement identifiées à l'étranger, comme la célèbre Villa Del Mar au Cap-Martin, lieu d'une récente convalescence, le maréchal Mobutu détient ainsi un capital immobilier évalué au minimum à 1,3 milliard de nos francs. Mais pour Mobutu, l'immobilier reste finalement accessoire. Actuellement, Mobutu rencontre des problèmes de liquidité, lui qui a puisé sa fortune dans de nombreuses poches, selon le Financial Times. La puissante Gécamine, par exemple, a été contrainte en 78 de verser le fruit de ses exportations sur un compte présidentiel. Or, ces 25 dernières années, le Zaïre a exporté pour plus de 350 milliards de francs belges et a reçu des Occidentaux une quantité d'aides et de prêts en tout genre pour une valeur estimée à près de 300 milliards de francs belges. À ce sujet, Léo Tindemans a confié au Financial Times qu'une politique plus sévère aurait dû être appliquée envers le Zaïre sous le contrôle du FMI et de la Banque mondiale. L'argent était envoyé au Zaïre alors que tout le monde savait qu'il ne serait jamais employé à la modernisation du pays. Le beau-frère est monté à bord pour une ultime photo. Il ne sera pas du voyage. « 7 heures de vol avant de retrouver la France. Le président emmène avec lui son épouse, un neveu, une nièce et bien entendu quelques amis et conseillers politiques. Au total, une vingtaine de personnes. Le président Mobutu voyage dans un DC-8 immatriculé aux Bermudes, avec équipage suisse
et décorations arabes. C'est un avion de location qui a appartenu au cheikh Zaki Yamani, le ministre saoudien du pétrole. Mais où diable est le président? Ni auprès de ses invités, ni à la cuisine, ni au salon, ni dans sa chambre. Il est ici, tout simplement, dans le poste de pilotage. C'est sa place préférée, c'est là qu'il passe en avion le plus clair de son temps. À l'arrière, la famille et la suite présidentielle se reposent. Il y a là le ministre de la Coopération, le chef de cabinet adjoint du président et plusieurs conseillers. Il y a surtout un grand absent, M. Voundouawe, le chef de cabinet du président. M. Voundouawe est indésirable en France. On le soupçonne des pires trafics. Les Français ont demandé discrètement au maréchal de le laisser au pays. Sitôt dit, sitôt fait, l'essentiel pour Mobutu, c'est de ne plus être lui-même indésirable en France. Pour vous, ce retour en France est une sorte de revanche? Je n'ai pas de revanche à mener comme qui que ce soit. Ceux qui ont mené cette politique-là contre ma personne se rendent compte qu'ils n'avaient pas raison. C'était en clair, disons, du néocolonialisme. C'est tout. Et les sommets franco-africains, ça n'a pas quelques relents de néocolonialisme parfois? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je trouve que dans tout ce qui est préoccupation des pays africains, la France est toujours en tête. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement au Fonds monétaire international. Parmi toutes les puissances qui étaient là, je crois que c'est la France qui a pris position en faveur des Africains. Il faut en tenir compte. Voilà. Et on vous prie d'aller vous asseoir. Merci. Dans quelques minutes, ce sera l'atterrissage. L'avion présidentiel va se poser à Nice. À Nice parce que le président possède une villa dans les environs. Il va y passer le week-end avant d'aller à Biarritz. À l'atterrissage, c'est la douche froide. Il fait un temps de chien sur la côte d'Azur. La mer Méditerranée se prend pour la mer du Nord. Dans quelques heures, l'aéroport de Nice sera inondé par la boue. C'est à cause de vous que tout ceci est arrivé. Hein? Tempête, à cause de vous. Il y avait des Belges à bord. Des Belges, madame. Oui. Ah, vous le saviez? Oui. C'est ça? À cause d'eux? Non. Alors, bon séjour. À la prochaine, madame. Au revoir, monsieur le président. C'est pour l'accueil. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Bon voyage. L'ambassadeur du Zaïre en France vient de monter dans l'avion pour saluer son président. Maman, soyez la bienvenue. Son président, soyez la bienvenue. Vous avez fait un bon voyage, son président. Le président Mobutu avait sans doute rêvé accueil plus chaleureux. Mais cela n'est rien. À côté de la douche écossaise qui va tomber sur la suite présidentielle, laissée en rade dans un hall de l'aéroport pour cause d'intempéries. Pour tromper leur attente, les neveux du président et les journalistes de la Voix du Zaïre achètent les journaux français. C'est le choc des mots et des photos. Mobutu, un faux monnayeur au sommet de Biarritz, c'est à la une de Libération. Et à l'intérieur, 2 pleines pages, accusant Mobutu de tromper son monde et de continuer à détourner l'argent de l'État. À l'appui de ces accusations, Libération reproduit des documents signés Mobutu Sese Seko Kukunbendu Wazabango.
Ce soir-là, le premier soir du premier jour du grand retour, nous nous approchons pour la première fois de la Villa Mobutu, au Cap Martin. Ce sera pratiquement la dernière. À partir de ce moment, le président deviendra invisible à nos yeux de journalistes trop curieux. Ce dimanche, le président est en famille, retranché du monde, isolé dans sa villa au milieu des pins, avec vue imprenable sur la mer, comme dirait le maréchal. Dès son arrivée, les parents du président se sont précipités. Le patriarche a été submergé par les affaires de famille. Les curieux sont tenus à l'écart, défense d'approcher. Il faut dire qu'en France, les familiers de Mobutu ont été traumatisés par une émission télévisée insistant lourdement sur la richesse du maréchal. Ce lundi, jour du grand départ pour Biarritz, nouvelle tentative d'approche du sanctuaire moboutiste. Il n'est pas d'accord, parce qu'il ne m'a pas dit. S'il me dit, je vous laisse faire. Il l'a dit au chef du protocole et il l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas dit. Ne filmez pas. On verra quand il sortira, on lui demandera. S'il sort, vous filmez, vous allez voir, moi je vais pas. On demandera au président, on demandera au président. Halte là, on ne filme pas. Le président sort, vous filmez, moi je vous arrache là. Depuis qu'on est en France, le président est devenu inaccessible. On est ici sur le territoire de l'ambassadeur du Zaïre en France et l'ambassadeur a décidé que la villa de Cap Martin était tabou. Une bien belle villa pourtant. Bon, prenez place, hein, monsieur. Sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, l'avion personnel du président. Au pied de l'avion, on retrouve l'ambassadeur. Il ne quittera plus le président durant tout son séjour en France. La famille reste à Nice, seul le fils du maréchal l'accompagnera jusqu'à Biarritz. Dans une heure, le président Mobutu Sese Seko sera reçu à Biarritz avec tous les honneurs dus à son rang de chef d'État. Tout le monde est entassé dans l'avion présidentiel. Conseillers, ministres, ambassadeurs, médecins, gardes du corps et bien sûr le colonel aide de camp du président. Le président, lui, comme d'habitude, est à sa place dans le cockpit. Ici, il ne peut plus nous échapper. Vous avez vu le Libération qui est paru samedi, le jour où vous êtes arrivé à Nice. C'est mon arrivée. Et comment vous avez réagi? Mais c'était de calcul, dans le but de nuire. Parce que c'est d'une dureté incroyable. Mobutu faux monnayeur, le retour du dictateur. Continuez à puiser dans la caisse et tout ça. Allons-y. Hein? Allons-y. Puisque j'ai tout lu. Donc ça signifie que il y aurait eu des fuites, il y aurait de la malveillance, peut-être dans votre entourage. Allons-y. Allons-y, faux monnayeur. Ensuite, continuez à puiser dans la caisse. Allons-y. Moi j'ai eu aussi un peu ce sentiment, je dois vous avouer, qu'il y a dans votre entourage des tiraillements, des contradictions. Vous n'avez plus affaire à l'entourage, mais au chef lui-même. Pourquoi votre chef de cabinet ne vous accompagne pas dans ce voyage ici? Il m'avait accompagné en Chine. Et au retour, il y a tellement de documents, de choses à mettre au point au cabinet que c'est son adjoint qui est là. Ça, c'est la version diplomatique. Non, pourquoi? Parce que je crois savoir qu'il il n'était pas nécessairement le bienvenu ici en France. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, moi. Ça, c'est votre version à vous. C'est à vous à me l'expliquer. Mais parce que, notamment, on dit qu'il serait une des personnalités zaïroises impliquées, effectivement, dans certains trafics. Si ce que vous me dites est vrai, alors que je n'ai pas connaissance de tout cela,
la justice peut faire son affaire. Voilà. Et ça apparaît de votre part comme une sorte de désaveu, le fait qu'il ne soit pas venu avec vous. Ah non, pourquoi? Mon conseiller spécial n'était pas du voyage, mais il sera en France. Puisque... Banda? Oui, il était resté. Et il sera là, à Biarritz. Oui? Et alors? Ah, parce que lui aussi figurait sur la liste des, je dirais, des indésirables. Vous en savez un peu trop par rapport à moi. Finalement, le conseiller spécial du président, M. Nganda, ne sera pas à Biarritz. Comme quoi, il arrive que les journalistes soient mieux informés que les présidents. À chaque occasion, quand on s'est vu ces derniers jours, vous êtes revenu tout le temps d'une manière assez ironique sur les Belges, la Belgique, etc. J'aimerais bien qu'on vide une fois Moulangia Pembe, que vous disiez vraiment tout ce que vous avez à dire là-dessus. Monsieur Bastin, laissons de côté les boutades, des blagues. Lorsqu'on causait, j'ai cette habitude de lancer des boutades. J'ai l'impression que c'est significatif quand même, ça. Non, 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 non. Eh bien, vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire. C'est à vous à tirer la conclusion en ce qui vous concerne. Pour ma part, je ne suis pas né rancunier. Je crois que le moment est venu de mettre fin à tout ce qui nous a divisés dans le passé. Belges et Zaïrois. Il est temps, il est plus que temps d'y mettre fin, mais d'une manière définitive. Mais c'est pas la première fois qu'on dit ça. Eh bien, je ne dis pas, il ne faut pas dire on, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas la première fois que vous le dites. Eh bien, que ce soit la millième fois, eh bien, pour moi, il est temps d'y mettre fin. Ça profite à qui? Entre nous deux, à personne. Voilà. Oui, mais en même temps, je crois que vous êtes extrêmement sensible à la critique, susceptible, et que quand même, finalement, le passé colonial pèse lourd là-dedans. Écoutez... Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour vous d'être un jeune Congolais dans un Congo belge. Je n'entre pas, moi, dans les détails. Mais ça pèse lourd. Oh. Jusqu'ici, ça a profité à qui? À personne. J'insiste là-dessus. Et n'essayons plus de remuer dans le passé qui a fait quoi. Non. Il faut en finir. Et l'homme qui s'adresse à vous, qui vous parle, eh bien, il peut, oui, engager son pays dans cette voie, dans cette nouvelle voie où on met un trait, une croix sur le passé. Le passé est évidemment le grand problème du maréchal. Passé colonial et passé moboutiste. Mais comment se débarrasser du passé? En assistant au sommet franco-africain? À ce genre de sommet, c'est précisément le passé qui vous saute aux yeux. La fanfare répète l'hymne zaïrois. Mais ce n'est pas pour l'hymne zaïrois que Mobutu est venu à Biarritz. La Marseillaise, enfin. La musique la plus douce aux oreilles du maréchal. Il était prêt à avaler toutes les couleuvres du monde pour l'entendre à nouveau.
Le passé, ce fameux passé dont Mobutu voudrait faire table rase, le passé est partout à Biarritz. Il est dans l'architecture surannée de cette vieille cité balnéaire. Il est dans toutes les têtes. Ce mardi à Biarritz, on a furieusement l'impression d'être en métropole, comme on disait à l'époque coloniale. Et c'est sans doute à l'occasion de ces sommets qu'on ressent le mieux le poids écrasant de cette colonisation. Finalement, la plupart des régimes africains se sont calqués sur le modèle colonial. Élitisme, luxe, violence et culte des apparences. La même fausse bonhomie, le même mépris des hommes. Pour les plus anciens, les plus inamovibles des potentats, l'important, c'est d'être là, de se montrer, de montrer qu'on a la vie dure. Pardon. S'il vous plaît. Mobutu et Eyadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. À Biarritz, le président Mobutu s'est appliqué à se tenir le plus près possible du président Mitterrand. Le protocole français veillera à ce qu'il y ait toujours entre eux un autre chef d'État. Le passage, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Merci, messieurs. Il n'est pas toujours simple de revenir sur la scène internationale. À la séance d'ouverture du sommet, Mobutu ne sait pas très bien où se mettre. Ils me font venir et je ne sais pas où je me trouve, murmure le président. Finalement, il la trouvera sa place. À la droite de Mitterrand, entre lui et le président français, il y aura cette fois Omar Bongo, le président du Gabon. L'hôtel du Palais, où logent les chefs d'État, est le vrai théâtre de ce sommet franco-africain. C'est ici que tout se joue. Les apartés, les entrées et les sorties, les attentes interminables. Le président Mobutu et sa suite se sont installés au deuxième étage, dans l'appartement duchesse de Windsor. La porte est bien gardée. Sur le palier, c'est une bousculade de courtisans, d'agents de sécurité et de journalistes. Mobutu est la coqueluche du sommet. Dans les journaux, il n'y en a que pour lui, quoi qu'en dise l'ambassadeur. On parle de tous les chefs d'État actuellement. Vous pouvez dégager le passage là? Édouard Balladur, le Premier ministre français, est un visiteur assidu du palais. Il est partout. Il rencontre la plupart des chefs d'État, mais il ne fait que passer devant chez Mobutu. Biarritz, pour Mobutu, est entre chaud et froid. Le Congo, scandale géologique, personne n'en doute. Le Congolais, peuple affamé, cela dépasse les entendements. Au début des années 90, la souffrance du peuple congolais a atteint le sommet. Un ventre affamé est capable du pire. Et c'est le pillage au Congo. Des images qui resteront à jamais gravées dans la mémoire de l'histoire. Lundi 23 septembre, quelque part dans Kinshasa. Tôt dans la matinée, des soldats zaïrois privés de soldes se sont mutinés et ont pillé les grands magasins du centre. Ils ont été bientôt rejoints par des milliers d'autres pillards qui vont mettre toute la ville à sac.
Interdit. Je le laisse partir. Ici, vous voyez aussi son paquet, il vient pour essayer d'intercepter les paquets des autres. Et maintenant, déjà l'empêche d'intervenir. Lundi soir, les familles d'Européens regroupées dans leur maison veillent et cherchent à obtenir un maximum d'informations. Après le calme précaire de l'après-midi, pillages et tirs d'armes automatiques ont repris pendant la nuit. It's 34577. 34577. Qui avait vu que il serait entré dans les bureaux HSAF maintenant. Il s'est occupé au bureau HSAF maintenant. À toi. La rapidité avec laquelle il vide un magasin, c'est inimaginable. Et tout le monde entre là-dedans, les flics les premiers. Hein, c'est incroyable. Mardi matin, 24 septembre, alors que l'on apprend que les gouvernements belges et français envoient des troupes pour protéger l'évacuation de leurs ressortissants, les expatriés de Kinshasa se rassemblent pour se diriger vers leurs ambassades ou directement vers le quai d'embarquement sur le fleuve. Ce matin, la capitale génoise présente un visage de désolation. Écoutez la description que nous en fait notre consoeur de Radio France, Caroline Dumais. Elle a assisté hier au VE et a déclaré en direction des attaqués militaires. Depuis hier, lundi 23 septembre 1991, la ville de Kinshasa vit une situation d'agitation jamais observée dans la capitale depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Partie des revendications d'ordre salarial exprimées par certains éléments des forces armées zaïroises, de la garnison de Kinshasa, le mouvement a fini par prendre les allures d'une véritable insurrection, entraînant dans son sillage des actions de pillage, de vandalisme, de destruction massive, allant jusqu'à paralyser la vie dans la capitale. Plus grave encore, ces actions viennent de détruire pour longtemps les infrastructures économiques, industrielles et commerciales de la ville de Kinshasa. À ce jour, il n'existe plus de stock ni en denrées alimentaires, ni en produits pharmaceutiques, ni en fournitures scolaires, ni en pièces de rechange, ni en produits manufacturés. On les lance, non? Ça va, on regarde la sécurité. Bon, on se calme maintenant. Question de des gens. Non, on va au bout. Ah, ok. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien fait. Moi, je suis barricadé dans ma maison, je reçois une balle là, on me tire dessus. Bande d'incapables, bande de cons. Allô? Dans la matinée de mardi, les premiers parachutistes français débarquent et prennent rapidement le contrôle de tous les points stratégiques. Peu ou pas de combat, mais une victime, vous allez le voir,
un para-français tué par balle. Soyez les bienvenus. Lassie, tu ne tires pas! On les voit d'ailleurs derrière. Voici qui taille là-haut. On les voit derrière. On va laisser le capitaine. Ça sur vous là. Il y a les Américains encore derrière. La pompe di Pologna. Filme-moi une canne de cadette. Voiture qui arrive. Attention! Attention là-bas, le mec. Oh, Bobby, c'est mon groupe. Non, je reste français. Sur le balcon, on va. Bon, c'est bon? Bon, s'ils pouvaient prendre ma campagne. Les gendarmes vont à la recherche de Belges isolés dans leur quartier pour les récupérer. Le plan d'évacuation semble se dérouler normalement. Information des locaux, les personnes auraient été évacuées par les paras français. Les personnes... La femme elle se trouve là, il n'y a plus rien. C'est incroyable. Vraiment. Qu'est-ce qui se passait? Ils attaquent les baraques avec des armes automatiques. La dernière fois, ils étaient une trentaine et ils étaient décidés à nous tuer. On leur a dit qu'on avait déjà donné tout l'argent, mais ils ne nous croyaient pas. Et ils ont forcé la maison, ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. C'était terrible. À plusieurs reprises. Ils ont voulu me tuer, moi. Bon, on était en dessous de la paillote. Et on est resté calme, on a dit, le plus important c'est notre vie. Alors, on est sauvés. Il ne faut pas réagir, c'est la seule chose qu'il faut faire, il ne faut pas réagir. Hein? Eh bien, c'est simple. Tout ça, c'était organisé d'avance. C'était prévu d'avance. Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tout pillé. Tout pillé, maison par maison. Hein? Ils ont tout liquidé, jusqu'aux tuiles de maison. Hein? Il y a certaines sociétés vidées. Tout vidé. Select. Tous les grands magasins. Select. Shopping. GD. Tout est parti. C'est eu des gens qui ont été molestés. Les gens ont été battus parce qu'ils n'allaient pas assez vite pour donner leurs biens. Ils cherchaient des devises, ils cherchaient de l'argent, ils cherchaient tout. Tout est bon. Les congélateurs, les vidéos, tout. Même si c'est pas mangeable, c'est pas grave. C'est la même chose, c'est bon. On prend. Filmer ma guide comme nous sommes reconnaître un peu. Des blessés aérois ont été acheminés dans les hôpitaux de la capitale. Selon la section belge de Médecins sans frontières sur place, ils seraient plusieurs centaines. Eh bien, je pense que d'après les informations qu'on a pu recueillir dans les différents hôpitaux et puis auprès des habitants eux-mêmes, il devrait y avoir certainement plusieurs centaines de blessés. Les hôpitaux eux-mêmes en ont accueilli probablement 2 à 300. Beaucoup de gens sont encore isolés chez eux, sans moyen de transport. Et nous allons d'ailleurs essayer d'organiser un service d'ambulance pour que ces gens puissent atteindre les hôpitaux. Alors la situation dans les hôpitaux est elle-même véritablement catastrophique. Les moyens, ces hôpitaux manquent de tout en général. Les patients, les malades sont traités avec les moyens du bord.
Et donc là aussi, nous essayons de faire parvenir d'urgence du matériel chirurgical, des pansements, des fils de suture, enfin tout le matériel nécessaire pour traiter ces patients. Alors quant au nombre de morts, c'est difficile à estimer, certainement quelques dizaines, peut-être plus, mais peut-être plus d'une centaine, mais en tout cas certainement quelques dizaines. Des civils, des militaires, des Zaïrois, des Français, des étrangers? Eh bien, bon, essentiellement des Zaïrois, alors des civils et des militaires, hein, c'est très mélangé. Il y a à la fois les deux qui se retrouvent dans les services d'urgence des hôpitaux. Il y a eu beaucoup de morts et de blessés par balle. Il y a eu aussi beaucoup de morts par électrocution au moment des pillages, beaucoup de civils, d'enfants qui se sont électrocutés. Et voilà donc un peu le bilan général qu'on peut faire maintenant. Je répète, la première voiture du convoi est le 00 CD12. Mercredi matin, ambassade de Belgique. Sous la protection des para-français, un premier convoi est organisé pour embarquer vers Brazzaville. Pour revenir, hein. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Ben, du désordre naît un nouvel ordre. Il doit repartir à zéro, mais il y aura autre chose. Les Belges ici. Le passeport. À nous donner sur la liste. Ja, lieve Leute. Ja. Allez, s'il vous plaît, un peu en plus. Ça va, bien, on en envoie encore un. Bien sûr, mais on est allé chercher les autres. Ah, c'est fini, calme. On est allé chercher les autres. Ce soir, ces premiers rescapés sont rentrés chez eux, en Belgique et en France. Dans Kinshasa dévasté, des enfants ramassent les miettes du pillage.
quittent tout, n'emportant qu'une valise faite à la hâte pour fuir cette ville devenue poudrière. Ils ont tout ravagé, ils ont tout pillé, ils sont rentrés chez moi à coups de mitraillette, défoncé les portes. On a eu très très peur. C'est du jamais vu. Jamais, même les gens qui sont là depuis 1960, avant l'indépendance, il ne s'est jamais passé une chose pareille. On a tiré ce matin encore? Oui, bien sûr, et ça continue encore. Dans certains quartiers, ça repart. Partout où l'armée n'est plus, disons pour faire évacuer les gens, ça recommence, ça continue, ils vont tout raser. Je sais pas, ça brûle là-bas ce qu'ils font, j'en sais rien. En 2 traversées, cette nuit et cet après-midi, ce sont 700 personnes, des femmes et des enfants pour la plupart, qui ont ainsi quitté Kinshasa. Dès leur descente de bateau cet après-midi, ils ont fait place à une nouvelle compagnie de 150 militaires français. Ceux-ci ont rejoint à Kinshasa les 450 soldats français et belges qui assurent la sécurité des Européens candidats au rapatriement. Mais pour les réfugiés, ce qui compte à présent, c'est l'avion qui va les ramener chez eux. Nous sommes dans la cité de Kinshasa, dans la parcelle d'une famille quinoise moyenne. Les parents, une dizaine d'enfants et déjà quelques petits-enfants. Pour faire vivre la famille, un seul salaire, 300 000 zaïrs, soit environ 750 francs belges par mois. C'est la maman qui s'occupe de nous. Hein. Comme on ne travaille pas, on n'a pas de possibilités. Alors on dépend de la maman. Quand elle trouve quelque chose, elle nous donne à manger. On voit à cette heure-ci, on n'a pas encore mangé, il faudra attendre. Bon, quand on en a, on essaie un peu de manger. Et de toutes les façons, on a trouvé une stratégie, on mange une fois par jour, ça va. En tout cas, au début, quand on était encore des enfants, c'était bien. Et maintenant, quand on avait atteint 15 ans, 16 ans, 18 ans, ça commençait à s'empirer. Et maintenant, c'est difficile. Le seul luxe que peuvent encore se payer les Quinois, c'est l'insouciance. Comme ces enfants, heureux de leurs vacances prolongées, ils ne vont plus à l'école. La rentrée des classes est trop chère cette année. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Qu'il y ait changement seulement, qu'il y ait changement. Et qu'il y ait changement et que les gens aussi soient conscients. Même s'il y a changement, mais quand ils ne sont pas conscients, alors il n'y aura pas de changement. On peut changer comme les gens maintenant souhaitent que le président ne soit plus là, ou bien l'IMPR ne soit plus là. L'IMPR peut disparaître, le président peut laisser la place, mais c'est lui-là qui viendra. Il a déjà le sang là, zaïrois, alors c'est très difficile. Alors on demande seulement au bon Dieu qu'il nous aide. Dans ce contexte de crise, le sentiment religieux s'est singulièrement développé ces derniers mois. Ici, dans la paroisse Saint-François de Ketembo, l'une des zones populaires de Kinshasa, un bon millier de fidèles se rassemblent chaque dimanche pour prier et chanter leur espoir en un monde meilleur. Les différentes églises du Zaïre tentent de canaliser le mécontentement des fidèles et de pousser leurs revendications tout en maintenant le calme. Le peuple est confronté à l'ignorance. Surtout, il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est la démocratie. Il y en a qui croient que la démocratie, c'est arriver à la violence, à piller, à faire n'importe quoi. Il y a aussi le problème de l'enseignement. Actuellement, comme vous le savez, les universités pratiquement sont fermées. Même nos enfants, les élèves n'étudient pas dans de bonnes conditions. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Nous risquons de former des délinquants qui peuvent amener le pays dans une situation désastreuse. Image d'un enseignement en décomposition, d'un pays dont l'avenir semble s'assombrir de jour en jour. Cette école était autrefois l'un des fleurons de l'enseignement zaïrois. C'est ici que l'actuel Premier ministre a fait ses études primaires. Aujourd'hui, l'établissement n'est plus qu'une ruine poussiéreuse.
travers tout le Zaïre, la crise omniprésente. À Kinshasa, comme dans l'intérieur du pays. Dans les villes comme dans les villages. Partout et par tous, c'est la même rengaine. Les plaintes de ce chef coutumier du Bas-Zaïre sont sensiblement pareilles aux lamentations des Kinois. Bambongo, biloko malamu, mbambongo malamu, ukudia kulwata malamu, sikoyo pam. La situation sanitaire est particulièrement critique. Ce dispensaire, tenu par un infirmier, est le seul centre de soins pour la vingtaine de villages aux alentours. Manque de médecins, manque de médicaments, manque d'argent. Beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de s'aider dans les médicaments, surtout. Ils ne peuvent pas se soigner parce qu'il manque l'argent. Comment ils peuvent se soigner? Au dispensaire, partout, on demande l'argent avant d'être soigné. S'il n'a pas l'argent, il n'y a pas moyen de se faire soigner. S'il a l'argent, il paye ça. S'il n'en a pas, il passe se débrouiller pour avoir l'argent.